Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Vous nous écoutez aussi sur Deezer et c'est l'épisode 71 ou 71. Bonjour à toi, chers auditrices et auditeurs. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast culinaire et gastronomique des gens qui s'y connaissent en cuisine. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à notre accoutumée devant le gars qui apporte toute cette crédibilité à cette publication sonore. J'ai nommé Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de cuisine traditionnelle wallonne faite à base de pain et comment est-ce qu'on faisait à l'époque et quelle recette ça a donné. Mais en fait, on va se replonger un petit peu dans un passé pas si éloigné que ça finalement. On va dire, allez, un bon demi-siècle. Et puis, c'est parfois un passé qu'on a remis à l'honneur chez nous. Alors, quand on dit des recettes à base de pain, en réalité, on devrait plutôt dire des recettes à base d'un petit peu trop de pâte à pain qu'on n'a pas mise à cuire avec le pain traditionnel tel qu'on le faisait jadis dans les ménages ou dans les fermes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste en vitesse de dire un petit merci à nos tipeurs. On a eu 2 tipeurs, c'était nos premiers tipeurs. Comment ça, vous n'avez pas encore été donné votre tip sur tipeee.com? Alan et Marie ont été les 2 premiers à souscrire avec 3 € chacun. Je vous remercie infiniment parce que ça fait plaisir de soutenir notre podcast comme ça. Et laisser un gentil message aussi. Alan est américain et il dit qu'il aime écouter notre podcast pour améliorer son vocabulaire alimentaire et cuisiner ses nouveaux mots. Et Marie nous dit merci et nous souhaite longue vie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Ceux qui veulent nous soutenir. Et ça nous encourage. Voilà, merci beaucoup. Donc, on y est presque. Allez-y, vous aussi. Ça fait plaisir. Merci aussi à ceux qui nous ont laissé un message et qui ont liké sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui, la recette du jour, Guy me l'a donnée. Je vais la préparer et je mettrai les photos au moment où ça va être publié. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais dire, c'est presque offusquant. Quand il m'a dit le nom de cette recette, je fais « Waouh, ok. » Peut-être, mais je me dis, comment est-ce qu'on en est arrivé là, Guy ? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, en fait, il faut se replonger, je dirais à la base, plus d'un demi-siècle en arrière, à une époque où les ménagères consacraient presque une journée à la cuisson du pain. Alors maintenant, évidemment, on voit ça sous un œil tout à fait différent. On a besoin de pain, on va chez le boulanger, même dans les campagnes. Et quand on estime que le pain n'est pas suffisamment frais, au point que il y a des personnes que je connais qui, même si elles le reste du pain donc du jour, le jettent tout simplement, ou le donnent éventuellement aux animaux, et se rendent de nouveau chez le boulanger tous les jours pour avoir du pain ultra frais. En France, c'est une grande tradition, on va chercher sa baguette tous les jours. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que les baguettes en France, c'est vraiment un produit local. La baguette fait à peu près, je dirais, ça dépend des poids des baguettes, mais enfin, un maximum de 400 grammes pour les baguettes traditionnelles. Tandis que le pain de ménage que l'on trouvait jadis en Belgique, c'était un pain d'1 kilo. La bonne grosse mie de pain, la miche de pain. Évidemment, bon, si on se réfère à la consommation de pain qu'il y avait au début du XXe siècle, on était à 800 grammes de pain par jour et par personne en moyenne. Donc ça situe un petit peu quelle était l'ampleur du pain, parce que les personnes qui travaillaient à l'extérieur, les ouvriers et les mineurs, pour prendre cet exemple-là, ils partaient avec leur, on va dire, leur tartine qui était déjà toute faite depuis la maison. C'était des métiers qui étaient durs, qui étaient harassants. Les paysans dans les champs, lorsqu'ils ne revenaient pas le midi, mangeaient également des tartines de pain préparé. Donc, on cuisait énormément de pain et on ne le cuisait pas tous les jours. Généralement, on consacrait une journée par semaine et parfois une journée tous les 15 jours. C'était du pain qui se gardait, bien sûr, il séchait un petit peu, il se rassissait, parce que sécher et rassis, ce n'est pas du tout la même notion. C'est quoi la différence? On dit toujours, quand le pain devient plus dur, il est sec. Non, dans un premier temps, le pain rassis, il n'a pas perdu d'eau pour autant, ou en tout cas très peu. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un réarrangement au niveau des molécules d'amidon dans le pain, et qui donne cette consistance un peu plus ferme. Bref, donc on faisait le pain pour une semaine. Ce jour-là, la ménagère ou la fermière était extrêmement occupée avec cette préparation du pain, d'autant plus qu'elle ne cuisait pas toujours à son domicile. Il y avait une tradition qui consistait à les cuire soit dans un four, il y avait un four communal. Banal, un four communal, soit chez le boulanger, éventuellement, ça se faisait. On payait quelque chose et on allait chez le boulanger lui-même, on cuisait son pain, on cuisait ses tartes, on cuisait ses pâtisseries. J'ai connu cette époque-là aussi. Parce que ça coûte très cher de chauffer un four et de l'amener à température.
Et à l'époque, ça coûtait très cher, hein, parce que c'était soit du bois, éventuellement du charbon. Mais quand maintenant on appuie sur un bouton, on tourne le bouton, on choisit la température et on ne chauffe que son propre four et son petit four. À l'époque, c'était des fours en briques réfractaires, des fours en pierre, et les amener à la bonne température de cuisson du pain qui est assez élevée nécessitait beaucoup d'énergie et l'énergie coûtait cher. C'est quelle température la cuisson du pain? Il faut compter qu'un pain se cuit normalement aux environs de 240 degrés. Hein. C'est une des températures de référence en tout cas. Mon four de ménage, il va jusqu'à 220. Oui, c'est ça, le mien aussi. Donc, on cuit à 220 quand on est chez soi, mais normalement, le pain se cuit à température un peu plus élevée. Bon, quoi qu'il en soit, donc l'activité était une activité journalière qui occupait, quand je dis journalière, non, pardon, qui occupait toute une journée, mais elle se faisait pas tous les jours. L'activité hebdomadaire d'un jour. Hebdomadaire, mais d'un jour, voilà. Alors, la ménagère n'avait pas le temps ni de préparer le repas du midi, et parfois non plus pas encore le temps de préparer le repas du soir. Donc, on utilisait ce qu'on appelle, je dirais les restes de pâte. Alors, quand on dit les restes de pâte, c'est-à-dire la proportion de pâte qui n'a pas été mise en moule et qui n'a pas servi à faire du pain. Hein, donc, on faisait un peu plus de pâte justement pour avoir ce reste. Et selon les régions, c'était utilisé différemment. Alors, si vous vous rappelez, nous avons fait une émission sur la Flammenküche en Alsace. Oui, et ça, c'était aussi une manière d'utiliser le pain. Voilà. Le pain qui restait, la pâte à pain qui restait. La pizza napolitaine aurait eu cette origine-là également. Hein, c'est qu'on faisait un peu plus de pâte, et puis ce qui restait comme pâte, il y avait plus assez pour faire un pain. Qu'est-ce qu'on faisait? On l'aplatissait, on mettait un peu ce qu'on avait dans son garde-manger. On avait un peu de tomate, on mettait de la tomate, on avait un bout de saucisson qui restait, on avait un petit peu de pancetta, on avait un petit peu de fromage, on avait éventuellement un ou deux champignons qu'on avait été ramassés au fond de la prairie ou au fond du bois. Et c'est un peu comme ça que la pizza est née à l'origine. Bien sûr, elle a été, on va dire, recréée, anoblie, codifiée, tout ce qu'on veut, mais à l'origine, c'était au départ l'utilisation d'un restant de pâte qui n'avait pas été cuite, disons, pour faire le pain. Alors chez nous, quand je dis chez nous, c'est-à-dire dans la partie hennuière du pays, donc la province du Hainaut, eh bien, selon les endroits, il y avait des manières différentes d'utiliser ces restants de pâte à pain, mais avec quand même un fil conducteur. C'est qu'on ne les utilisait pas pour faire des plats salés comme en Alsace ou comme en Italie, c'est qu'on en faisait des plats sucrés, mais qui pouvaient servir éventuellement à la fois de dessert, mais aussi parfois de repas. Alors, il y a donc d'une part la région de Tournai. Alors, je n'ai pas été inventé tout ça. Je suis allé voir sur un site d'histoire locale qui est pas mal fait, je dois bien l'avouer, et qui donne toutes ces explications. Donc, Tournai, on est à l'est de la partie francophone belge. Non, on est à l'ouest de la partie francophone. Pardon, oui. À l'ouest. Alors, Tournai, c'est la première capitale de la France. On l'oublie quelquefois un petit peu. C'est le berceau du fameux Clovis, qui était le premier roi qui a été béni par Saint-Rémy à Reims, qui est à l'origine du sacre des rois de France. Donc, Tournai était la première capitale de la France. On l'oublie un petit peu. Manque de poste en Belgique maintenant. Mais c'est en Belgique, évidemment. Alors, parce que Clovis est originaire au départ, les Francaliens sont originaires de Belgique et non pas de France, puisqu'ils sont venus au départ de Germanie. À l'époque, la Belgique n'existait pas aussi. Ils se sont d'abord arrêtés chez nous, c'était la route, attention. Oui, c'est vrai. Bon, la Belgique n'existait pas en tant que telle, mais elle avait existé en tant que telle avant, puisque, n'oublions pas la guerre des Gaules, Jules César faisait confiance. Jules César a battu les Belges à un moment donné après avoir battu les Gaulois celtes. Hein. Donc la Belgique avait existé avant. Bref. Donc nous voilà à Tournai. Alors à Tournai, qu'est-ce qui se passait quand on avait trop de pâte? Eh bien, on en faisait des espèces, je dirais, de petits pâtons plats que l'on cuisait tel quel au four, après les avoir laissés lever, bien entendu. Ça s'appelait des faluches. Dès le moment où ils étaient cuits à peu près un quart d'heure, on les enlevait, on les fendait en deux alors qu'ils étaient encore tout chauds, et on les garnissait avec du beurre et avec de la cassonade. Alors la cassonade, c'est toujours ce fameux sucre qu'on trouve en Belgique et dans le nord de la France, et qui est sucre de canne, non pas de canne, mais de betterave. Donc c'est une tradition qui remonte après Napoléon, puisque c'est après Napoléon qu'on a commencé à cultiver la betterave sucrière. Et alors la cassonade, c'est un sucre qui est brun, qui est éventuellement doré, et c'est un sucre qui n'est pas raffiné. Donc en fait, c'est de la mélasse qui a été cristallisée. C'est un sucre qui a beaucoup de goût, beaucoup de couleurs, beaucoup de parfums. Et c'était également un sucre de pauvre. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient très riches, elles consommaient du sucre blanc. La blancheur était synonyme de raffinement. Et le sucre blanc, c'est un sucre qui était raffiné 2 fois. Donc, on prenait d'abord de la cassonade, on la raffinait une seconde fois, de manière à obtenir un sucre blanc qui était un sucre qui était pur, entre guillemets. La cassonade est moins sucrante, non?
Non, elle est exactement aussi sucrante. La seule chose, c'est qu'il y a un peu plus de cendres dedans. Hein, et ce sont les cendres, je dirais caramélisées, qui donnent à la cassonade cette couleur et ce goût particulier. Alors, il existe, on va dire, deux grandes cassonades. Il y a ce qu'on appelle la cassonade blonde ou dorée, et alors il existe la cassonade brune de Candy. Hein. Oui. Ce sont chaque fois des cassonades de sucre de betterave, mais il y en a une qui est nettement plus, je dirais, plus douce, c'est la blonde, et une qui est beaucoup plus parfumée, et c'est ma préférée, je dois reconnaître, c'est la cassonade brune, et ce sont des marques différentes. Hein. Oui. Il y en a une qui a, et ça nous connaissons tous ça, c'est surtout la blonde, qui a un petit garçon en dessin sur le paquet, Oui. hein, qui est en train de manger une tartine, et l'autre c'est une cassonade qui est plutôt utilisée pour faire des tartes au sucre brun ou pour faire, pour mettre sur des crêpes par exemple, ou sur du riz au lait. Les deux vont sur les crêpes. Hein. Ah, les deux vont sur les crêpes évidemment. Hein. Oui. Et là il y avait une tradition également. Quand j'étais enfant, donc ça ne remonte pas il y a 2 jours, vous en doutez, on faisait à 4 heures des tartines beurrées sur lesquelles on mettait cette fameuse cassonade blonde, entre guillemets, dite gamin, hein. Oui. C'était le surnom qu'on lui donnait, et puis après on la mouillait avec du café au lait, qu'on prenait avec une cuillère à café du café au lait, et on aspergeait, pas partout, hein, on aspergeait avec des gouttes comme ça la cassonade qui était sur le pain, donc la cassonade fondait, et puis on refermait la tartine en deux, et puis on mangeait avec beaucoup de délices cette espèce de bombe à retardement pour les diabétiques. Mais voilà. Autre chose que j'aimais beaucoup avec la cassonade, c'était sur le pain perdu. Ah bien sûr, évidemment. Voilà. Bon, alors le pain perdu, c'est une façon de réutiliser le pain qui est sec et qui est immangeable. Mais bon, là, tu nous parlais du pain qui n'est pas encore cuit, c'est ça? Qui n'est pas encore cuit. Alors, donc il y avait le tournésis, je viens d'en parler, c'était la faluche. Et puis, si on se dirige un tout petit peu plus, je dirais, vers l'est, on arrive dans une région qu'on appelle le Borinage. Alors, c'est une région qui entoure la ville de Mons. Mons qui était, et qui est d'ailleurs toujours la capitale de la province belge du Hainaut. Alors, le Borinage, c'était une région qui était plutôt pauvre, alors que Mons est plutôt une ville, je vais dire, bourgeoise et riche. Oui. Donc, la région qui entourait la ville de Mons était essentiellement une région de mines. Hein. C'était le prolongement du filon de houille entre la France et la région de Liège. Entre Valenciennes et alors, de et Liège, nouveau, oui. eh bien, il n'était pas, bien sûr pas question de jeter le surplus de pâte qui n'avait pas été cuit en pain. Donc, on la cuisait sous forme de disque, que l'on allait aussi également saupoudrer à ce moment-là, avant la cuisson, avec de la cassonade, et on saupoudrait également, enfin on mouillait légèrement cette cassonade avec du café. Et alors il y a encore quelques boulangers qui perpétuent la tradition actuellement et qui réalisent des pagnons, mais c'est tout à fait local. Hein. Donc ce sont des disques qui font, je dirais, on va dire en gros une dizaine de centimètres de diamètre, qui sont largement garnis de cassonade. On met un petit peu de beurre aussi si on veut, et on met surtout, disons, du café. Qui ne va pas mouiller toute la surface du sucre, qui va le mouiller à certains endroits. Et puis on enfournait et on cuisait ça, et on avait quelque chose qui est un petit peu entre, je dirais, le pain et le dessert finalement. C'est un petit peu une manière, disons, plus rustique, plus pauvre de réaliser de la tarte au sucre. Mais attention, c'est de la pâte à pain, ce n'est pas une pâte briochée. C'était le petit casse-dalle de quand tu avais un petit coup de moule, hein, un coup de barre, tu prends voilà. ça. Et c'était utilisé, généralement, c'était mangé par les enfants à 4 heures, pour prendre cet exemple-là. Alors, je ne vais pas passer par la région du centre, puisque ce sera le sujet de notre émission. On y reviendra. Oui. Je vais aller directement plus loin. Et nous allons aller dans la région de Charleroi-Namur, par là, c'est donc un petit peu plus vers l'est. On va vers l'est, voilà. On vient de l'ouest, on va vers l'est. On va vers l'est cette fois-là. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on abaissait au maximum la pâte à pain qui restait, on en faisait un disque, et puis après on prenait une poire ou une pomme qu'on avait bien entendu pelée et vidée. Hein. On la mettait donc à ce moment-là sur la pâte, et on remplissait le trou de la pomme ou de la poire, donc le trou où se trouvait le trognon, avec de nouveau du beurre et la fameuse cassonade. On refermait bien sûr la pâte à pain autour des fruits, on enfournait et on cuisait, et ça se mangeait tiède de toute façon un peu après la sortie du four. C'est comme un chausson en fait. C'est comme un chausson, mais au lieu d'être garni avec une compote, c'était garni avec le fruit entier. Ah oui. Et on retrouve cette tradition-là dans la botte du Hainaut, dans la région qui va vers la France, le couvain. sous forme de couvain par là, mais surtout du côté de Chimay en fait, et ce sont les fameuses pommes à la chimassienne. Mais actuellement, au lieu d'enrober la pomme avec de la pâte à pain, on l'enrobe avec une pâte briochée, donc une pâte qui contient du sucre, des œufs, du beurre, etc.
Donc c'était une évolution. On assistait là à une évolution, je dirais. On appelle ça comment ? La pomme à la chimassienne. Ah oui. Donc c'est une évolution qui quitte la rusticité pour aller vers, je dirais, le raffinement. Voilà, tout simplement. Ça. Donc si un jour vous traînez du côté de Chimay pour aller goûter la bonne bière trappiste, reconnue mondialement d'ailleurs. Vous essayez d'entrer dans une pâtisserie qui fait encore des pommes à la chimassienne. Voilà. Mais comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est pas du tout compliqué à réaliser. Hein. Oui. Et puis après, il y a la fameuse principauté de Liège dont on a déjà parlé lors des gaufres. Et ceci est une explication de l'origine des gaufres, mais il y en a plusieurs. C'est que le reste de la pâte à pain était repétri avec des morceaux de sucre blanc. Et à l'époque, le sucre blanc, on le réalisait sous forme de pain de sucre. Hein, c'est-à-dire que c'était ces espèces de cônes qui faisaient plusieurs kilos dans lesquels on avait moulé le sucre. Hein, et puis on devait avoir une pince spéciale qui servait à casser ce sucre. Alors c'est une pince un petit peu particulière qu'on trouve, je dirais, sur Internet en photo. Hein. C'est une pince avec, un petit peu comme des ciseaux, mais avec, je dirais, 2 pointes qui se rejoignaient, hein, et qui pouvaient être utilisées pour casser le sucre. Hein, on n'avait pas 36 solutions, il fallait soit un marteau, soit une pince comme celle-là, de manière à pouvoir casser le sucre. Alors une fois qu'on avait donc des éclats de sucre, hein, de petites dimensions, on les remettait dans la pâte et ensuite on cuisait ces morceaux de pâte dans un fer à galette ou dans un fer à gaufre. Et c'est là aussi une des origines, dit-on, de la fameuse gaufre de Liège, qui après a été améliorée, bien entendu, avec de la cannelle, avec des jaunes d'œufs, avec du beurre, etc. Donc on est passé de nouveau à un raffinement. On pourrait dire aussi que c'était une version, disons, du pauvre de la gaufre qui existait déjà, puisque comme je vous l'avais déjà un jour expliqué dans un autre épisode, l'origine de la gaufre remonte à très longtemps et elle remonte même avant l'apparition du sucre de betterave dans nos régions. Hein. Oui, en effet. Disons que c'était une manière pour les pauvres de se préparer des gaufres, mais sans utiliser des ingrédients nobles, à part un petit peu de sucre. Et puis, il y a la fameuse région du centre. Alors, quand on dit le centre, ce n'est pas le centre de la Belgique, c'est le centre de la province du Hainaut. Et ça, c'est, disons, dans la région de la Louvière. Mais la tradition a largement débordé vers Charleroi et en province de Namur, puisque moi j'en ai entendu parler quand j'étais enfant, ce sont les fameuses couilles de Suisse qui permettaient également d'utiliser les restants de pâte à pain. Alors, est-ce que c'est un gros mot, cette histoire-là ? Les couilles de Suisse. Oui, voilà. Oh là. Alors, bon, il faut un petit peu raconter l'histoire. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à parler ça ? Donc, si on était au Canada, on dirait des gosses de Suisse ? Non. Au Canada, je ne sais pas comment on dirait, mais en tout cas, chez nous, ça s'appelait comme ça. Alors, est-ce que nous étions en guerre éventuellement avec l'Helvétie ? Pas du tout. Il y a une région qui parle une anecdote qui parle d'un régiment de Suisse, donc disons des vrais habitants de la Suisse dans ce cas-ci, hein, qui seraient venus dans nos régions, qui auraient laissé un mauvais souvenir, hein, et qu'en dérision, on aurait appelé ce plat de ce nom-là. Non, pas du tout. Hein. En réalité, il faut retourner avant Vatican II. Alors, Vatican II, qu'est-ce que c'est ? C'est un concile qui a eu lieu au sein de l'Église catholique au début des années 60 et qui a fait toute une série de changements. Alors, je vais essayer de resituer un tout petit peu le contexte. Dans la messe à l'ancienne, qui était dite en latin, qu'est-ce qui se passait ? Il n'y avait pas d'autel à la croisée du transept comme c'est le cas actuellement. Il y avait juste l'autel qui se trouvait au fond du chœur. Et à part les lectures et à part le sermon, tout le restant de la messe se déroulait en latin. Alors, qui plus est, on avait le prêtre qui officiait là-bas dans le fond de l'église, donc on était relativement loin, qui tournait le dos à l'assemblée, hein, et qui marmonnait en latin. À une époque, il n'y avait pas de micro, hein, en plus. Donc, pendant tout ce temps-là, quand on ne parlait pas, disons, la langue du pays, le français en l'occurrence, mais ça pourrait être une autre langue, grande était la tentation pour les participants à la messe, de discuter le bout de grès, de parler d'autre chose. Alors, il ne faut pas non plus oublier que la messe était très courue à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'était une manière de se mettre en évidence d'un point de vue social. On affichait son appartenance soit à la religion catholique, soit à l'anti-religion. Alors, pendant la messe de dimanche, vous aviez ceux qui étaient à la messe qui puis après repassaient boire un verre au cercle qui était généralement un cercle religieux, et puis vous aviez ceux qui allaient à la maison du peuple boire leur bière. Hein, donc il y avait le partage un petit peu comme dans les films de Don Camillo entre la laïcité et la religion. Hein, selon qu'on bouffait du curé ou que ce n'était pas le cas. Donc, les gens qui, malgré tout, devaient assister à la messe le faisaient parfois un petit peu contraints et forcés, ils discutaient d'autres choses, et pour pallier, à ces discussions intempestives,
on avait mis en place des bedeaux. Alors, des bedeaux, qu'est-ce que c'était? Ce sont les fameux marguilliers de la dictée de Mérimée, hein. Ce sont des personnages qui étaient habillés avec des habits, je dirais, assez rutilants, hein, un petit peu comme des enfants de chœur, mais adultes. Et ils étaient armés d'une hallebarde. Et on m'en a parlé quand j'étais enfant. Des personnes qui s'occupaient de moi m'ont encore parlé du bedeau de la paroisse, hein, en me disant qui il était. Et c'est un personnage qui n'était absolument pas bien vu par le reste de la population. Parce que lorsqu'il surprenait des personnes à parler, donc il arpentait des bas-côtés de l'église. C'est Jacques Brel qui parlait du bedeau dans sa chanson sur les Flamandes. Tout à fait, le bedeau, Monsieur le bedeau et son éminence, etc. Voilà. Hein. Alors le bedeau, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, avec sa hallebarde, il s'approchait des gens et il les tensait. Alors dans le meilleur des cas, il leur faisait la remarque verbalement, mais quand il s'agissait de garnements, hein, de 18-20 ans ou plus jeunes éventuellement, il prenait sa hallebarde et il leur donnait réellement un coup. Et ça m'a été rapporté, ça m'a été signalé, c'est qu'il ne se contentait pas de menaces verbales, parfois il agissait physiquement. Hein. Oui, là, il se prenait un coup de hallebarde. Oui. Avec sa hallebarde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces hallebardes, parce qu'on les voit plus ça dans les églises? Bien sûr que ça n'existe plus. Il y a encore, je dirais, une dizaine d'années, il y a eu une émission à la télévision où on a vu encore une paroisse qui avait encore un bedeau. Hein. Ah. Et c'était, oui, tout à fait. Ça ne remonte pas si loin que ça. Bon, ça a été progressivement, je dirais, supprimé, mais il y avait encore un bedeau. Et alors, on le voyait évidemment en habit dans l'église. Le problème, c'est qu'il y avait quasiment plus de fidèles dans l'église. Hein. Mais alors, il arpentait comme ça pendant toute la durée de la messe, les bas-côtés de l'église, d'un côté et puis de l'autre. Et puis voilà. il allait chez les personnes qui discutaient ou qui n'étaient pas très respectueuses du rite. Et alors, il les menaçait de sa hallebarde et le cas échéant, il leur donnait un coup avec la hallebarde. Alors, comme évidemment le bedeau avait un petit peu un accoutrement et la hallebarde des gardes suisses pontificaux, on les a appelés des Suisses. Oui. Donc c'était une autre manière d'appeler le bedeau ou le marguillier, c'était de dire le Suisse. Et comme c'était un personnage qui au niveau du village n'était pas très bien vu, très apprécié, lorsqu'on a décidé de donner le nom à ce dessert, eh bien on a appelé ça des couilles de Suisse. Donc ça ne fait absolument pas référence à nos amis helvètes et ils nous pardonnent, mais ça fait référence à ce personnage, disons, de la paroisse qui n'était pas apprécié par la population. Je suis en train de regarder ici, je suis tombé sur un article, je tape le bedeau, je tombe sur un article sur un site de 2009. Le Suisse, cousin du bedeau. En France, le Suisse, sans majuscule, a toujours étonné les âmes des enfants de génération antérieure. Simple employé d'église, il ouvrait les processions et faisait majestement régner l'ordre dans les manifestations religieuses. Son apparition sur la photo de mariage était indispensable. La fonction disparut dans les années 50. Voilà. Et effectivement, alors je vois, il a un bicorne comme ça et il a effectivement une espèce d'hallebarde qui fait très peur. Et il avait un costume un peu c'est ça, c'est le gardien de l'église. Pourquoi on l'appelait le Suisse? Tu disais parce que ça faisait référence au garde suisse du Vatican. Ah, et qu'il était à peu près armé de la même façon, déguisé de la même façon. Disons qu'en tout cas, il avait un costume d'apparat, en tout cas. Et donc, Suisse est un mot qui, dans la langue française, existe sans majuscule et qui dénommait, et apparemment en France, on parlait ça désignait le bedeau. Mais en Belgique aussi, hein. Parce que je vois que sur Wikipédia, ils parlent ils font l'amalgame entre bedeau et sacristain. Mais c'était un sacristain. Alors en réalité, c'était un personnage qui le reste du temps s'occupait de l'entretien de l'église, pourvoyait à ce qu'il y ait de l'encens dans les appareils, dans les encensoirs. C'est lui qui veillait à ce que, par exemple, lors d'un enterrement, eh bien, on dispose correctement le catafalque, qu'on mette les bougies adéquates lors de l'enterrement, hein, parce qu'évidemment, les enterrements étaient payés selon la richesse du défunt ou de sa famille, en mettant un certain nombre de cierges le long du cercueil. Hein, on en mettait un de chaque côté, ça faisait 2. On pouvait en mettre 4, on pouvait monter jusqu'à 6, par exemple. Et évidemment, tout ça avait un coût. Hein, et c'était donc le sacristain qui s'occupait à cette époque de veiller au bon déroulement des offices et surtout à leur bonne organisation. Et donc voilà, on a une recette qui s'appelle les couilles de Suisse. Donc le Suisse, on a donc identifié d'où ça vient, mais alors pourquoi est-ce qu'on a... Et les couilles, je peux voir aussi pourquoi on appelle ça comme ça, parce que si vous tapez sur Google
couilles de Suisse, vous regardez sur les images, vous voyez, ce sont des petites boules fripées comme ça qui... Voilà, exactement. Ce sont des petites poules un petit peu ovales comme ça, Voilà, ovalisées. Qui ressemblent effectivement à ce qu'elles désignent. À Mais ce alors, qu'on vient de dire. pourquoi est-ce qu'on a identifié ça de Suisse? Pourquoi est-ce qu'on a mis ces deux mots ensemble, Guy? Eh bien, on a mis ces deux mots ensemble tout simplement parce que, par antipathie vis-à-vis du fameux bedeau, lorsqu'il a été question un jour de parler des couilles de Suisse, on a dit, ben oui, ça ne vaut pas les couilles de Suisse ou les couilles d'un Suisse. Donc, ça veut dire que pour parler d'une chose qui était sans importance, sans valeur, ou sans valeur ou sans grande qualité, on a dit, ça ne vaut pas les couilles d'un Suisse. Alors, tout ça veut dire que comme ce dessert-là était un dessert de pauvres à l'origine, un jour, quelqu'un a dit, bon, ben voilà, ça n'a pas grand valeur, et on a associé ça, évidemment, au fameux Suisse qui était le bedeau, le marguilier de l'église. Ça explique que quand j'étais... C'est un peu comme quand j'étais jeune, on disait quand on faisait quelque chose pour rien ou qu'on avait fait des efforts qui ont été ramenés à néant, on disait, oh, on a fait ça pour les couilles du pape. Exactement, c'est un peu dans le même sens. Ah, ok, oui. Bon. Alors maintenant, nous allons quand même parler de la recette, bien entendu. Voilà, comment est-ce qu'on prépare des couilles de Suisse? Alors, comment est-ce qu'on les prépare? Au départ, il s'agit d'une pâte à pain basique. Évidemment, on l'a rien amélioré et je vous donnerai les deux versions. Oui. Si vous faites la pâte à pain basique, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de 500 grammes de farine blanche, vous avez besoin de 8 à 10 grammes de sel pour mettre dans la pâte, vous avez besoin d'à peu près 10-15 grammes de sucre, vous avez également besoin de 40-42 grammes, c'est le poids des petits paquets standards de levure de boulanger fraîche, et puis après environ 250-300 millilitres d'eau, et alors un tout petit peu de matière grasse de 20 à 50 grammes de beurre. Alors on prépare une pâte à pain traditionnelle. Comment? On va d'abord tamiser sa farine une ou deux fois sur son plan de travail, éventuellement dans un bol. On va faire tiédir l'eau. Je rappelle que faire tiédir l'eau, ça veut dire à peu près 35-36 degrés. On peut monter jusqu'à une quarantaine de degrés. En principe, c'est toujours 17 degrés en plus que la température ambiante. Ah oui. On va préparer évidemment tous ces ingrédients, on va les quantifier, le sel, le sucre, on va déballer le paquet de levure et on va préparer sa matière grasse. Alors, on va mettre au centre du bassin fontaine qu'on a créé, on va faire un trou dans la farine au milieu, on va mettre un petit peu d'eau, on va mettre le sel directement, on va mettre la levure et on va mettre le sucre. Alors, je rappelle pour ceux qui croient qu'ils s'y connaissent, le sel ne tue pas la levure s'il n'est pas en contact direct avec celle-ci. Comme on met le sel directement dans l'eau avec le sucre, le sel va se dissoudre dans l'eau, il ne va donc pas nuire à la levure, même si on les met en même temps dans la recette. Ce n'est que si vous mettez le sel à sec sur la levure que vous tuez la levure, et pas dans d'autres circonstances. Vous concassez légèrement du bout des doigts la levure, et puis vous incorporez progressivement à peu près un tiers de la farine, et vous allez avoir une pâte mollette comme ça, une pâte un petit peu molle, comme du beurre finalement. Dis-moi, et quand le... Pardon. Ça me rappelle quand tu avais donné la recette de la brioche, j'ai essayé de la refaire, mais ça colle terriblement aux mains, ça. Tout à fait, ça colle évidemment très fort aux mains, à ce moment-là en tout cas. Mais comment faire pour éviter ça? Ah ben ça, on ne saurait pas éviter, puisqu'à un moment donné, il faut bien passer par l'adjonction progressive d'eau, et il y a un stade où la quantité d'eau par rapport à la quantité de farine mise en œuvre fait qu'on a une pâte qui est mollette, et puis après, bon, elle s'assèche au fur et à mesure où on incorpore le restant de la farine. Ah, ok, donc il vaut mieux avoir les ongles propres et courts. Ah, évidemment, ça, je ne le dirai jamais assez, des ongles courts et des ongles propres et des mains propres de toute façon. Alors, au moment où la pâte est mollette comme ça, elle a à peu près la même consistance que la matière grasse, et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'on incorpore la matière grasse. Ah oui. Ça va? Oui. Donc, on incorpore la matière grasse, on la mélange convenablement avec la partie de pâte qui est déjà réalisée, et puis on incorpore progressivement le restant de la farine. Alors, la quantité d'eau, on ne sait jamais la dire à l'avance pour deux raisons. La première, ça dépend du taux d'humidité de la farine. La deuxième, ça dépend de la capacité d'absorption d'eau par la farine, et toutes les farines ne se valent pas. Et je pourrais même ajouter un troisième point, si c'est vent d'est qui fait sec, les produits ont tendance à être plus secs naturellement, donc il faut rajouter plus d'eau, tout simplement. Ça, c'est le troisième critère. Donc, vous allez incorporer toute la farine, et puis en fonction, je dirais, de la consistance de votre pâte, vous savez si vous devez rajouter un rien d'eau ou pas du tout. Votre pâte est faite, vous devez la travailler. Alors, on la travaille soit à la main, soit au crochet à la machine. Bon, c'est toujours à peu près l'équivalent de 17, 18, 20 minutes de travail. Donc, on travaille la pâte à la main. Alors, on ne la travaille pas en la caressant, on ne la travaille pas en simplement faisant rouler la pâte sur le plan de travail. La seule bonne manière d'incorporer et de travailler, je dirais, une pâte,
c'est de la rompre, c'est de l'étirer la partie qu'on vient de rompre sur la partie qui est sur le plan de travail et de recommencer comme ça sans cesse. La pétrir, quoi. Ben, la pétrir, mais pétrir pour beaucoup de gens, et ça, on le voit très souvent dans des petits tutoriels comme ça sur Internet, sur YouTube, etc. Hein, on voit les gens qui, avec la paume, font rouler la pâte en dessous de leurs mains, la caressent. Ça n'a absolument aucune importance. Faire ça ou ne rien faire, c'est à peu près la même chose. Ok, il faudrait que tu me trouves une vidéo qui vaille le coup, comme ça je peux la partager. Oui, il faudrait que je trouve une vidéo où on fait vraiment le travail de la pâte à pain. Donc, il ne faut pas avoir peur de bien la malaxer. Il faut la malaxer, mais il faut en fait toujours prélever un tiers de la pâte qui est devant soi, l'étirer et la remettre sur l'arrière de la pâte qui est restée sur le plan de travail. Et puis on reprend de nouveau un tiers et on fait ça en permanence. Et là, on pétrit réellement la pâte. Okay. Faire autre chose n'a pas beaucoup de sens. Donc, une fois que votre pâte a été pétrie, vous la mettez à lever, je dirais, dans un endroit sur un plan fariné, dans un endroit chaud, avec un essuie qui la recouvre, de manière à ce qu'elle ne se dessèche pas. Et puis, après un petit quart d'heure, elle a commencé simplement à lever, vous la récupérez, vous la rompez, c'est-à-dire que vous allez l'aplatir en réalité, de manière à chasser les grosses bulles de gaz qui viennent de se dégager. Pourquoi? Parce que la fermentation va se poursuivre et là vous allez avoir des bulles de gaz beaucoup plus petites qui vont se dégager. Donc une fois que vous l'avez rompu, dans le pain. C'est ce qui fait des trous dans le pain. Mais au début de la fermentation, on a un petit peu de fermentation sauvage comme ça, qui donne des grosses bulles. Okay. Et si vous ne faites pas, donc si vous ne chassez pas ces bulles de gaz dans un premier temps, c'est ainsi qu'on a par exemple du pain avec des gros trous. Hein? Bah, c'est pas beau ça. Et oui, c'est pas bon parce qu'on a la confiture qui passe par le trou, évidemment. Donc ça, c'est quand le pain n'a pas été bien rompu. Donc on doit chasser ces grosses bulles de gaz et ce sont les bulles qui vont après se développer, qui sont beaucoup plus petites et plus régulières, qui sont intéressantes. Alors pour faire donc ce plat-ci, c'est exactement la même chose. Une fois que vous avez donc chassé les grosses bulles de la pâte, vous pouvez découper vos petits pâtons. Généralement, ce sont une quarantaine de grammes, 40, 50 grammes, pour vous donner une idée. Et vous les roulez directement, à ce moment-là, en forme de boule que vous allez allonger légèrement, un peu comme des œufs, et vous les remettez de nouveau sur un plan de travail que vous avez fariné pour éviter que ça ne colle. Les unes, je dirais, à côté des autres, mais sans qu'elles ne se touchent. Pourquoi? Parce qu'en gonflant, elles risquent de coller ensemble, et c'est pas le but, évidemment. Oui. Hein. C'est qu'elles soient séparées les unes des autres. Donc vous les mettez en ligne, les unes près des autres, mais pas attenantes. Vous refarinez très légèrement le dessus, très très légèrement, et vous remettez de nouveau votre essuie pour les protéger de la dessiccation. Les Français disent un torchon, parce qu'on dit un torchon en France, on dit un essuie en Belgique, un essuie de cuisine, mais c'est exactement la même chose. Vous remettez votre plaque, disons garnie, à lever à un endroit, donc dans un endroit tiède, et lorsque les pâtons auront doublé, voire triplé de volume, vous pouvez commencer la cuisson. Alors, autre petite remarque, on ne les cuit qu'au moment où on déguste, en tout cas au moment où on les mange. Hein. Ça Pourquoi? Parce que ça se mange chaud et ça se mange quand on vient de les faire. C'est pas très bon réchauffé et ce n'est pas un plat ni un dessert qu'on va par exemple aller chercher chez un boulanger. Non, on peut le cuisiner dans certains restaurants, mais c'est toujours au moment où on va les manger qu'on doit les cuire. Et donc, parce que il y a quand même pas beaucoup de sucre là-dedans. Ah bah attendez, on y arrive. Donc, la manière de cuire maintenant, ce n'est pas compliqué. Une petite casserole, de l'eau bouillante, salée, légèrement salée. C'est nécessaire. On dépose quelques pâtons à la fois dans l'eau. On ne met pas toute la pâte qu'on a réalisée en une fois. On le fait en plusieurs fois parce qu'on le fait au fur et à mesure. Hein. Oui. Donc, on dispose les pâtons dans l'eau qui est frémissante. Donc, on laisse frémir. Des parachauds, quoi. Des parachauds. Oui. On laisse frémir de toute façon. Ça doit continuer à cuire avec de l'eau qui continue à chauffer. Quand vous mettez le pâton, il va tomber dans le fond de la casserole et quand il est cuit, il va flotter. Donc, c'est comme des beignets, mais pochés. C'est comme des beignets, mais c'est dans de l'eau. Alors, une fois qu'ils sont arrivés à la surface, c'est le signe qu'ils sont cuits. Alors, on les récupère avec, non pas une écumoire, mais avec une araignée. C'est préférable. Alors, une araignée, c'est une espèce d'écumoire, mais qui n'est pas faite d'une plaque de fer avec des petits trous. Ce sont plutôt des fils qui sont tressés ensemble. Oui, comme une toile d'araignée, oui. Comme une toile d'araignée, voilà. Oui. J'en ai acheté une récemment et mon fils a joué à Spider-Man avec. Voilà, ça laisse bien mieux passer l'eau qu'une écumoire. Éventuellement, on laisse égoutter sur un petit torchon et on les met directement dans des assiettes creuses, chaudes, je précise. Il faut que l'assiette soit chaude. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On arrose avec du beurre noisette et de la cassonade. Alors, le beurre noisette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du beurre
du beurre fin, éventuellement du beurre demi-sel, mais le beurre ordinaire convient parfaitement, que vous avez fait fondre, que vous avez fait mousser. Et après que le beurre est moussé, la mousse retombe, le beurre est blond, et vous amenez la coloration par simple chauffage vers le brun très clair. Attention de ne pas aller au-delà. Hein. Donc c'est du beurre noisette, hein. Parce que ça brûle facilement. Et ça donc devient du beurre noir noisette. après. Et alors le beurre noir, c'est toxique, hein, n'oublions pas. Donc du beurre noisette. Vous arrosez généreusement vos couilles de Suisse, si je peux dire, avec du beurre noisette, et puis vous parsemez généreusement, tout aussi généreusement, avec de la cassonade. Soit de nouveau de la cassonade blonde, soit de la cassonade brune, qui est ma préférée, et puis on mange tout de suite. Hein. Ça se mange immédiatement. Oui. Mais dis-moi, avec 500 grammes de farine, tu fais combien il faut considérer qu'avec 500 grammes de farine, on va avoir un petit peu moins du double. Donc on aura aux environs de 800 grammes, à peu près 800, 850 grammes de ça en fait 20, farine. ça c'est quand même une grosse proportion si je dois en faire 20 couilles. Mais on en mange très souvent, on les mange par 3 bien souvent, hein, dans l'assiette par personne, et on en reprend souvent une deuxième fois. Hein. Donc on va dire qu'un adulte, il va déjà en manger 6. Donc dans un ménage, je veux dire que ça c'est une recette pour un ménage de 2 adultes et 2 enfants, disons assez jeunes par exemple. Oh, bon appétit. Voilà. Donc on peut avoir des couilles dans l'assiette. Quand on dit quelque chose qui ne va pas chez nous, on disait il y a une couille dans le potage. Voilà, ça se dit aussi. Mais là c'est au sens littéral, quoi. Pas au figuré. Alors maintenant, une petite variante, mais qui va, disons, dans le sens, disons, de rendre le produit un tout petit peu plus luxueux. Vous gardez toujours la recette de base, n'est-ce pas? Mais au lieu de mettre, disons, la même quantité d'eau, vous en mettrez un tout petit peu moins. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un petit peu plus de matière grasse. Vous allez passer, disons, de 25 à 50 grammes, mais vous allez passer de 50 à 100 grammes de beurre, donc dans la pâte, et vous allez mettre de 2 à 4 jaunes d'œufs pour les 500 grammes de farine. Et alors, si vous voulez raffiner encore un tout petit peu plus, vous pouvez mettre des raisins secs, à concurrence d'une 50aine de grammes de raisins secs. Et si vous voulez raffiner encore un petit peu plus, les raisins secs, vous les mettez pas seulement secs, vous les mettez macérés soit dans du Porto, soit dans du rhum. Hein. À ce moment-là, vous avez ce qu'on appellerait des en or, voilà, tout simplement. Des couilles en or, c'est ça. Je ne l'ai pas dit moi. Hein, je vois que tu as rajouté aussi un sachet de sucre vanillé au lieu du sucre normal. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va donner, disons, une tendance un peu plus dessert à ce moment-là. Ah hein. Oui. Donc ça, disons qu'on quitte la recette qui était non pas une recette frugale, mais une recette, disons, un petit peu pauvre, je dirais, culinairement parlant, et on va vers une recette qui est quand même beaucoup plus, je dirais, on est sur une pâte à brioche cette fois, plus sur une pâte à pain. Hein. Oui, en effet. Alors c'est une manière de faire des couilles de Suisse, disons, à la riche. Et donc la pâte en cuisant dans l'eau va se friper un petit peu. Elle va se friper un petit peu en surface, oui. Et c'est ça qui va donner, c'est comme ça, cette apparence qui est si familière aux hommes quand ils s'observent. Parlez pour vous. Bon, autre chose. Il y a, si vous allez voir un petit peu dans les sites qui parlent, disons, de ce plat, vous allez voir qu'il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité qui consiste à dire on fait la pâte et on la garde dans un bol, dans un plat, en vrac. Et puis après, hein, et c'est comme ça que bien souvent les ménagères faisaient, elles prélevaient la pâte avec des cuillères. Elles faisaient, disons, des quenelles avec 2 cuillères. Je n'aime pas cette méthode-là, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai expérimenté. Quand vous faites ça, vous déchirez la pâte, parce que la pâte, elle a levé dans l'ensemble de votre bol, bien entendu, et les alvéoles qui contiennent le gaz se retrouvent partout dans la pâte. Tandis que si vous faites des petits pâtons, je dirais, séparés les uns des autres, vous avez visuellement un beaucoup plus beau résultat, et vous n'agressez pas la pâte, vous ne la déchirez pas, puisque vous allez prélever les pâtons chaque fois entièrement avant de les cuire. Donc la pâte est plus légère. Mais c'est une question d'apparence et de texture. Ce sera pas une question de légèreté, ce sera une question, je dirais, d'apparence et de présentation, tout simplement. Le goût va être pareil. Le goût ne va pas changer grand-chose, non. Mais vous aurez un plus beau résultat esthétiquement. Oui. Alors, il faut savoir que cette préparation a été remise au goût du jour parce que il semble qu'on a même une confrérie en Belgique. Exactement. Alors, chaque fois, il y a une émission qui s'appelle, je crois qu'elle existe encore, qui s'appelle Taxi et qui passe sur la première chaîne la télévision belge, de la télévision belge francophone. Et alors, c'est l'histoire, c'est que c'est un bonhomme qui est donc le présentateur de l'émission, qui reçoit dans un taxi des personnages. Alors, ils vont faire un petit tour pendant une bonne heure. Bon, évidemment, il y a un montage. Hein. Donc, ça dure peut-être 2 heures ou 3 heures dans la réalité. Et alors, quelquefois, le présentateur en question se rend dans la région de la Louvière, où il y a entre autres un restaurant qui est le siège de la fameuse confrérie de la couille de Suisse.
Et il amène, je dirais, surtout les Français et surtout les Suisses quand il y en a, il les amène dans le restaurant en question pour leur faire déguster le plat dont on vient de parler. Et entre autres, il y a Patrick Timsit qui a été reçu donc dans ce restaurant où il a dégusté les fameuses couilles de Suisse. Donc ça étonne toujours un petit peu les étrangers de dire attendez, on va vous emmener manger des couilles de Suisse. Et alors vous ne le croirez pas, mais je dirais l'emblème de cette confrérie consiste à porter une écharpe, au bout de laquelle de chaque côté pendent 2 pompons en laine, assez suggestifs, vous vous en doutez. Voilà, on ne manque pas d'humour. Mais il paraît que même que je vois dans les actualités, il y a un moment où ça a énervé les Suisses, ils ont même été faire un procès. Ben oui, parce qu'ils se sont sentis vexés, ils se sont sentis concernés. Or, ni dans un cas ni dans l'autre, ils n'étaient concernés, puisqu'on vient de l'expliquer en long et en large. Nous ne faisons pas référence à nos amis helvètes avec lesquels nous avons, je dirais, les meilleurs rapports cordiaux, de toute façon. Surtout quand on a besoin de planquer son argent. Voilà, on faisait référence aux gardes, aux bedeaux des églises et non pas aux Suisses, disons, jouxtant le lac Léman. Oui, et je vois sur les photos qu'on tape confrérie des couilles de Suisse sur les Google Images, on voit effectivement ça a l'air d'être des bons vivants qui sont bien contents d'être là. Oui, tout à fait. Quand vous reviendrez en Belgique, j'espère qu'on ira une fois manger des couilles de Suisse dans le restaurant en question. Voilà, mais quel est le rapport avec les cooks suisses? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien. Ah. Alors, le lien, il est le suivant. Parce qu'en Belgique, on a des viennoiseries qui s'appellent des cooks suisses et elles peuvent être rondes et elles peuvent être longues. Oui, et il y a le pendant quasiment dans tous les pays parce qu'au Canada, ça s'appelle des pâtes d'ours. Ah oui. Et alors, les pâtes d'ours, on les taille un petit peu différemment. Alors, comment fait-on? Bon, au départ, il paraîtrait que certaines personnes avaient beaucoup de mal à prononcer le mot couille de Suisse pour parler de la chose. Oui. Donc, ils ont appelé ça des cooks suisses. Mais évidemment, la couque suisse, ça ne se cuit pas dans de l'eau, ça se cuit dans un four. Oui. Donc, il y a en sorte 2 couques suisses. Il y a celle que l'on cuit dans l'eau et on vient d'en parler et qu'on appelle comme ça par pruderie. Et puis, il y a les autres qui consistent en une pâte briochée que l'on étale en forme de rectangle, que l'on garnit de crème pâtissière, que l'on garnit de raisins secs, que l'on replie de manière à fermer donc la pâte. On la découpe en bandes d'à peu près, je dirais une quinzaine de centimètres de longueur sur l'équivalent de 5 centimètres de large. On cuit ça au four et puis après, lorsque ça sort du four et que c'est encore chaud, on passe à la confiture d'abricot chaude et ensuite on passe au glaçage au fondant blanc. Oui. Et c'est ça ce que nous connaissons dans les pâtisseries des cooks suisses. C'est d'ailleurs très bon. Oui, c'est une viennoiserie très belge, mais qui n'est pas réalisée avec une pâte à croissant, mais bien avec une pâte levée briochée. Exactement. Et celle qui est ronde, parce qu'on a une recette similaire en Angleterre et en Amérique, mais c'est avec ils appellent ça cinnamon roll. Oui, donc c'est à la cannelle. C'est à la cannelle, mais c'est exactement la même. Mais disons que ça fait partie de toutes ces pâtes briochées qui servent à faire des brioches individuelles. Oui. Donc nous avons la couque suisse qui est de forme rectangulaire, et puis nous avons une variante qui est arrondie de nouveau avec des raisins, de la crème pâtissière, etc. Et puis vous avez également, surtout dans la région de Bruxelles, mais ça se trouve presque partout en Belgique, ce qu'on appelle des bolus. Ah oui, les bolus, oui. Les fameux bolus, quand on veut les faire très bien et très correctement, qu'est-ce qu'on fait? On remplace donc la crème pâtissière par normalement un mélange de moitié crème pâtissière et moitié crème frangipane. On peut garnir avec des raisins secs, comme je viens d'expliquer, mais également avec des fruits confits, un salpicon, donc des petits dés de fruits confits macérés dans du rhum ou dans du kirsch. Donc on ajoute ces petits fruits confits sur la crème pâtissière. On roule le tout en forme de boudin. Et ce boudin, on va le découper en morceaux. Alors, on va cuire les brioches, non pas comme ça à plat sur une plaque, on va les cuire dans des moules individuels qui sont généralement des moules cannelés, oui, que l'on a chemisés avec du beurre et de nouveau la fameuse cassonade. Alors, on va mettre les morceaux, donc les tronçons de ce boudin face coupés vers le haut dans ces moules. On va faire lever dans ces moules, on va les cuire et de nouveau, une fois qu'on les a cuits et qu'ils sont sortis du four, on va de nouveau les abricoter et les passer au fondant. Alors autant vous dire, on met de la cannelle, j'avais oublié de le dire, autant vous dire que de véritables bolus faits comme je viens de les expliquer, c'est une tuerie au petit déjeuner. Waouh, ça se tape le cul par terre comme on dit. Ah oui, là, vous avez comme ça cette caramélisation extérieure. En fait, ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, au cannelé bordelais au niveau de l'aspect extérieur.
Oui. Hein, donc là, qui est en contact avec le moule. Vous avez donc cette caramélisation du beurre et du sucre qui va donner ce côté à la fois croustillant, sucré et caramélisé. Miam, miam. Et si avec ça, vous n'avez pas faim, je dirais, passez à autre chose. Ben, nous dirons que c'est surtout un dessert populaire qui n'a pas de prétention, qui se fait comme ça une fois de temps en temps en famille, et puis ben voilà. Formidable. Donc voilà, on vous a expliqué l'origine des cooks suisses, parce que cook en Belgique, c'est un mot qui est, je me semble que c'est dérivé du flamand, cook, qui Tout est à fait. un biscuit, quelque chose, en tout cas, c'est une préparation qui est passée au four, c'est ça, une cook. Donc, parce que je vois ça, mes petites cousines, mes petites nièces là, qui sont à l'école en flamand, et ils te parlent, c'est d'une cook, ils te parlent d'un biscuit comme ça. Et c'est passé en français, dans le français belge en tout cas. Et si vous allez chercher des viennoiseries en Belgique, vous allez chercher des cooks. En tout cas, merci beaucoup Guy pour ces explications sur ce dessert belge. Merci pour les connaissances que tu partages si généreusement avec nous. Si vous, de votre côté qui nous écoutez là, vous avez une question à poser à Guy, n'hésitez pas. L'email, c'est question@parlercuisine.com. Le site internet, c'est parlercuisine.com. Vous allez sur les épisodes du podcast. Vous allez sur chaque épisode a sa page particulière. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette recette sur la page de l'épisode, sur les notes de l'épisode. Même si vous écoutez depuis Spotify, vous allez avoir toutes les notes que je mets attachées à l'épisode vont se retrouver là. Si vous voulez nous soutenir, bon, il y a donc la page Tipeee, il y a toute une série d'autres façons de nous soutenir, parce que vous allez voir que maintenant, j'ai mis de la publicité sur le site, donc en passant, je ne suis pas censé vous dire que si vous cliquez dessus, ça va nous rapporter plus. Je ne peux pas vous inciter à le dire, mais je dois quand même le dire que les revenus, c'est généralement les clics qui rapportent des revenus, et c'est avec ces revenus que nous payons l'hébergement, l'aide technique, l'équipement. Et par exemple, le nouveau logo que nous avons sur notre site, on en parlera plus longuement sur notre page Facebook. Vous êtes très nombreux à nous suivre dessus et je vous remercie. Également sur notre compte Twitter où on interagit pas mal avec d'autres podcasteurs. N'oubliez pas qu'il y a d'autres podcasts aussi à écouter. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.